Bienvenue à tous. International est en Mauritanie où nous accueille Mohamed Ould Abdelaziz, le président de la République islamique de Mauritanie. Merci, Monsieur le Président, de nous accueillir chez vous ici à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Merci de nous accorder cet entretien avec Bruno Darou de Radio France Internationale. Bonsoir, Monsieur le Président. Et Isabelle Mandreau du journal Le Monde. Bonsoir. Au moment où la région Sahara-Sahel, votre région, est ébranlée par la rébellion Touareg, la prise de plusieurs villes par les combattants de groupes islamistes radicaux affiliés à Al-Qaïda. Beaucoup de questions à vous poser sur cette poudrière qui concerne directement la Mauritanie, votre pays qui n'a pas hésité à combattre ces groupes islamistes directement sur le territoire de votre voisin, le Mali. On va faire un petit rappel avant d'en parler avec vous, avec Karine Barzeggar. Nouakchott, 26 juin 2011, réunion d'état-major. L'armée mauritanienne vient de mener un raid contre une katiba, un campement présumé d'Al-Qaïda dans le nord-ouest du Mali. Un succès selon les officiers. L'opération a été faite par nos forces armées de manière conjointe avec les forces armées maliennes dans la bande de Ouagadougou, qui est à près à 70 km de notre frontière et dans laquelle se trouvait une base très bien aménagée par les bandes criminelles. Le raid mauritanien aura fait long feu. 9 mois plus tard, c'est tout le nord du Mali qui est entre les mains des groupes armés, Touaregs et islamistes. Parmi eux, des éléments d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. À l'origine de la mouvance, des salafistes algériens ralliés à Ben Laden en 2006. Depuis, ils recrutent. Maliens, Mauritaniens, Libyens. AQMI, c'est une nébuleuse. 300 à 1 millier de combattants déployés entre le Sahara et le Sahel. Des milliers de kilomètres carrés de désert. Un terrain d'opération immense, presque impossible à quadriller. Un casse-tête pour les dirigeants de la zone, à commencer par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Nous n'avons ni base, ni camp d'entraînement de terroristes chez nous. Nous avons eu malheureusement quelques attaques, des incursions qui nous viennent de l'extérieur, que nous sommes en train de juguler et que nous jugulerons avec le temps. Seulement avec le temps, les incursions continuent et AQMI prospère. Trafic, attentats, enlèvements. 80 depuis 2007. À ce jour, les Katibas détiendraient toujours 20 otages, dont 6 Français. Pour les combattre, une force régionale existe depuis 2010, le CEMOC. Basé à Tamanrasset, ce comité d'état-major opérationnel conjoint réunit les hauts gradés de 4 pays, Mauritanie, Algérie, Niger et Mali. L'Algérie a appelé à la tenue de cette réunion pour établir une coopération et atteindre nos objectifs dans le cadre de notre stratégie de lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Mais dans le désert, les jeux d'alliance sont incertains et les allégeances volatiles. Face à AQMI, le Mali de Toumani Touré évite de s'engager. L'Algérie refuse d'intervenir au-delà de ses frontières et la Mauritanie manque de soutien logistique. Malgré tout, Nouakchott multiplie les offensives militaires contre Al-Qaïda et s'oppose en allié de l'Occident et de la France. Ma rencontre avec le président Abdelaziz a été d'abord une rencontre d'amitié entre les deux pays, de soutien à l'effort entamé par la Mauritanie pour lutter contre l'extrémisme. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, élu un an plus tard lors d'un scrutin contesté, Mohamed Ould Abdelaziz veut traquer Al-Qaïda sans faillir. Pour AQMI, c'est une guerre par procuration pour plaire à la France. Pour l'opposition en Mauritanie, un moyen de contourner les problèmes du pays, la pauvreté, le chômage et le racisme. Soit un terreau fertile pour le recrutement des djihadistes du désert. Alors, Monsieur le Président, avant de parler de la Mauritanie, un mot sur l'actualité africaine de ces dernières heures. Je veux parler bien sûr du coup d'État en Guinée-Bissau. Après le Mali, 2 coups d'État en un mois en Afrique. C'est un nouveau coup dur pour la démocratie dans votre continent, sur votre continent. Oui, c'est vrai, c'est un coup dur, très même dur, je dirais, pour notre continent, malheureusement. Mais c'est des situations qui sont un peu le corollaire un peu de ce qui se passe dans ces pays. D'abord, le Mali, vous savez, le Mali vivait et vit d'ailleurs encore jusqu'à présent une situation assez difficile depuis pratiquement une décennie. Donc, c'est le résultat un peu d'une certaine gestion de la situation du Mali. En Guinée-Bissau aussi, c'est des problèmes liés à... C'est pour des raisons différentes. Là, on parle d'une situation assez difficile. Oui, une situation assez difficile dans le pays, liée peut-être, ou en grande partie, au trafic de drogue et à certaines pratiques illégales. Oui. Bruno Darou ? Est-ce que vous demandez, Monsieur le Président, concernant la Guinée-Bissau, le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau le plus vite possible ?
Bon, nous ne pouvons que demander le retour à l'ordre constitutionnel dans tous ces pays. Mais le problème, il faudrait qu'il y ait un accompagnement de ces pays. Il ne suffit pas de revenir pour une fois, pour une énième fois à l'ordre constitutionnel, mais il faudrait essayer de trouver le mal et les maux d'ailleurs dont souffrent ces pays pour essayer de les résoudre. Parce qu'un ordre constitutionnel, qu'on ramène un pouvoir démocratique élu dans un environnement qui ne s'y pas, ne résout pas forcément le problème. Mais il faudrait traiter quand même le problème de manière assez profonde. Mais la junte, d'ailleurs, en Guinée-Bissau, propose, elle, un gouvernement d'union nationale avec l'opposition, en se réservant pour elle-même les ministères de l'Intérieur et de la Défense. Ça vous paraît une alternative crédible ? Ben, vous savez, il y aura toujours des propositions. Juste après des coups d'État, il y a toujours des propositions. Mais il faudrait qu'il y ait des solutions définitives à ces problèmes. Le problème de la Guinée-Bissau, c'est d'abord, il y a eu l'assassinat du président, il y a de cela 2 ans. L'assassinat du président, du chef d'état-major. Et puis, il y a eu un président qui a été élu de manière démocratique et transparente, mais qui n'a pas réglé les problèmes. Il y a un problème de fond dans ces pays. Donc, il faudrait qu'il y ait des solutions profondes. Il faudrait que le problème soit étudié de manière globale et non pas seulement le volet institutionnel. Donc, il faudrait voir les causes de ces coups d'État qui arrivent souvent à ces pays-là. On va parler tout à l'heure de la situation politique dans votre pays en Mauritanie. Je rappelle en 2 mots, la Mauritanie était colonie française jusqu'en 1960, 1 km², environ 3 300 000 habitants. C'est un pays pauvre, avec quelques richesses, du minerai de fer en particulier, de l'or, la pêche aussi très importante dans votre pays, et pour l'instant une production de pétrole relativement faible. Mais d'abord, donc, si vous le voulez bien, cette situation dans la région Sahara-Sahel, Monsieur le Président, comment analysez-vous ce qui s'est passé dans le pays voisin, le Mali? Il y a eu cette rébellion Touareg, une avancée très rapide des groupes liés à Al-Qaïda, et aujourd'hui un Mali coupé en 2. Quelle est votre analyse de ce qui se passe dans votre pays, dans ce pays voisin? Au niveau du Mali, il y a une superposition de problèmes. Il y a un problème qu'on appelle le problème du nord du Mali, de la gestion politique de la partie nord du Mali, qui date pratiquement d'un demi-siècle, qui a commencé depuis les années 63, juste après l'indépendance. Et c'est un problème qui n'a jamais été résolu. Il y a eu plusieurs accords, il y a une succession d'accords qui n'ont pas réglé définitivement ce problème. Qui n'ont pas toujours été respectés, d'ailleurs. Qui n'ont pas été respectés et qui n'ont jamais réglé le problème définitivement. Donc il ressurgissait pratiquement tous les 5 ans ou tous les 10 ans, il ressurgissait. Mais donc, Et ensuite, attendez que je termine. Et ensuite, il y a eu le problème qui est des terroristes qui est venu se greffer à ce problème. Bon, le premier problème, c'était des citoyens du nord du Mali qui revendiquaient disent-ils, ils revendiquent l'eau, l'électricité, le bien-être, ils revendiquent certains droits dont ils estiment ne pas bénéficier. Ouais. Donc, et ça a créé une situation. Donc, mais dernièrement, depuis pratiquement une décennie, il y a eu des terroristes qui sont installés au nord du Mali, et il y a aussi le fait que le pouvoir central du Mali a délaissé complètement le nord du Mali. Le Mali depuis 10 ans, n'avait aucune autorité sur la partie nord de son territoire. Vous parlez du président Amadou Toumani Touré? Oui, je parle du régime depuis effectivement, c'est lui qui dirigeait le pays, il a dirigé depuis 10 ans. Donc cette présence maintenant a développé le terrorisme, a développé tous les trafics, toutes les actions illégales dans cette région. Et cette partie du territoire échappant au pouvoir central a fait qu'il y a énormément de revendications parfois qui sont acceptables du fait que c'est des revendications des populations, des revendications identitaires, mais il y a en plus donc ce terrorisme qui s'est installé et qui ne dérange pas seulement le Mali, et qui n'a pas dérangé seulement le Mali, il a dérangé tous les pays voisins, le Niger, la Mauritanie, l'Algérie, et même au-delà les Européens, parce que les victimes des otages, ce sont des Européens. On va parler de tout ça. Isabelle Mandreau. Monsieur le Président, en fait, une étape est en cours pour le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, mais il reste toujours cette république qui a proclamé son indépendance de l'Azawad. Est-ce que vous acceptez cet État et est-ce que sinon vous envisagez éventuellement une intervention militaire? Je crois que vous avez envisagé cette hypothèse, mais est-ce toujours d'actualité? Est-ce faisable et est-ce même souhaitable? Écoutez, la Mauritanie n'a jamais envisagé une intervention militaire. La Mauritanie, de par le passé, se protégeait contre les actions de terroristes qui nous venaient du nord du Mali. On n'a jamais envisagé de faire une intervention, mais la Mauritanie étant un pays de l'Union africaine, étant membre de la communauté internationale, nous sommes prêts à agir dans ce cadre.
Si besoin, bien sûr, ça faisait sentir. Et puis, ce n'est pas à la Mauritanie d'accepter ou de rejeter la présence de la République au nord du Mali. C'est aux Maliens d'abord de voir leurs problèmes, de traiter leurs problèmes. Nous sommes là, effectivement, c'est un pays frère, voisin, que nous sommes prêts à aider de toute façon. Nous sommes prêts à aider parce que les problèmes qui les touchent nous touchent nous aussi chez nous. Mais quelle est la solution que vous imaginez? Une autonomie pour le Nord Mali, une indépendance? Je ne pense pas qu'il faille vraiment avoir dans cette région une république. Je ne pense pas qu'il faille l'avoir. Je ne pense pas aussi qu'il est nécessaire. Donc une autonomie dans le cadre de la... Il s'agit de voir le problème en face. Et les Maliens, et je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs émissaires maliens qui sont venus me voir à ce sujet, je l'ai dit qu'ils doivent voir le problème à leur niveau, essayer de régler le problème entre eux. Et nous sommes là pour les aider éventuellement. C'est à eux de choisir s'ils veulent accorder une autonomie interne à la partie nord du Mali. De toute façon, on n'est pas du tout contre. On ne peut pas être contre parce que c'est le propre des Maliens. Mais vous dites bien autonomie. Oui, mais si les besoins s'en faisaient sentir, et si les Maliens l'acceptaient, et si ça arrangeait aussi les mouvements qui revendiquaient de par le passé l'indépendance. Bruno Darroux. Monsieur le Président, les rebelles Touaregs du MNLA qui ont déclaré donc l'indépendance de l'Azawad sont ici, à Nouakchott, ouvertement. Quelles sont aujourd'hui les relations des autorités de votre pays avec ce mouvement? D'abord, je tiens à préciser qu'au nord du Mali, il n'y a pas que le MNLA. Oui. Il n'y a pas que le MNLA. Il y a d'abord la présence des terroristes qui sont divisés en trois parties. Il y a le groupe qu'on appelle ACMI, qui porte le label ACMI. Il y a le mouvement, deux mouvements d'ailleurs, qui faisaient partie d'ACMI et qui l'ont quitté. C'est le groupe de Belmokhtar. Et il y a un troisième mouvement qui paraît-il, va s'occuper de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi le mouvement qui revendique l'autonomie ou l'indépendance du nord du Mali, qu'on appelle Ansar ad-Din. D'accord. Et puis, il y a le mouvement national de libération de l'Azawad. Donc, ma question était sur vos relations avec ce mouvement, ce dernier mouvement. Nous avons effectivement, ce mouvement est présent à Nouakchott. Certains membres de ce mouvement sont présents à Nouakchott. On les a accueillis en tant que Maliens, mais pas en tant que rebelles. Ils ne sont ni armés. Ils n'ont pas un bureau officiel en Mauritanie. C'est des réfugiés maliens qui sont là. Ils sont là en tant que réfugiés maliens. Et là, Monsieur le Président, au même titre que les Maliens, d'ailleurs, qui ne sont pas engagés dans des mouvements de rébellion. Isabelle Mandreau. Monsieur le Président, est-ce que la Mauritanie se sent menacée cependant par ces groupes qui sont liés à Al-Qaïda, avec Ansar ad-Din et le Mujao plus récemment, mais qui se trouvent non loin de vos frontières, à Tombouctou par exemple, et vous les connaissez parce que certains d'entre eux ont déjà attaqué le territoire malien. Donc quelle sera à ce moment-là votre réponse? Et on s'est senti souvent menacé par ces mouvements qui agissent dans l'illégalité et qui se trouvaient et qui se trouvent d'ailleurs jusqu'à présent au nord du Mali. Nous avions eu à intervenir par le passé pour essayer de les repousser au plus loin. Oui, vous êtes déjà intervenu plusieurs fois, même sur le territoire malien. Oui, on est allé à plusieurs reprises, mais c'était pour défendre la Mauritanie, pour défendre notre territoire, pour éloigner ces dangers et cette menace. Et vous êtes prêt à faire la même chose à l'avenir? En cas de besoin, on est toujours prêt. Comment on peut résoudre cette crise à long terme? Par la négociation, à nouveau par la guerre? Quel est votre... Moi, je pense pour ce qui est des mouvements, je crois qu'il faudrait bien faire la part des choses. Il y a les Maliens installés au nord du Mali qui revendiquent des droits. D'accord. On peut discuter avec eux, on peut voir, l'État malien doit pouvoir discuter avec eux, mais il y a les terroristes. Les terroristes, moi je ne pense pas qu'il faille vraiment discuter avec eux, parce que d'abord, c'est des terroristes qui agissent dans l'illégalité et qui n'ont aucune revendication. Donc ce serait plutôt l'option, ce serait plutôt une option et d'ailleurs, de guerre. c'est des gens étrangers au Mali, d'ailleurs. C'est des gens étrangers au Mali. Je ne vois pas comment on pourrait discuter avec eux. Monsieur le Président, si on ne discute pas avec eux et qu'on va les combattre, vous les combattez seuls, vous les combattez dans le cadre de la CEDEAO, vous appelez à l'aide internationale, comment vous allez faire? Vous savez, nous, pour le moment, nous ne les combattons pas, pour le moment. D'accord. Nous n'avons pas engagé nos unités pour les combattre. On réagissait parfois et on les pourchassait pour éloigner ces dangers de notre territoire. Maintenant, si la communauté internationale, ou si le Mali, ou si les pays du champ se décidaient à les combattre, la Mauritanie fait partie de ce groupe. Les pays du champ, c'est le Niger, le Mali, la Mauritanie et l'Algérie. C'est le Niger, c'est l'Algérie, c'est la Mauritanie et le Mali. D'accord. Et faudrait-il bien rappeler que ces terroristes se trouvent au nord du Mali. Et qu'au moment où
Au départ, il n'était pas très important en effectif. Il faisait, je crois, au total 300. Ils avaient un effectif de 300 avec quelques dizaines de véhicules. Et maintenant, ils ont pratiquement conquis les 65% du territoire malien. Ils se sont équipés à partir de l'armée malienne, à partir de toute la logistique de l'armée malienne. Et ils ont maintenant toute la latitude de recruter et de s'équiper. Avant, ils se ravitaillaient par une petite quantité de carburant, au niveau de quelques fûts de carburant. Maintenant, ils se ravitaillent par citerne. Donc les problèmes de logistique ne se posent plus à eux. Auxquels se sont ajoutés des milliers de combattants. Et les États qui vont les combattre auront devant eux pratiquement une armée. Et un pays d'ailleurs, parce qu'ils disposent d'un territoire, ils disposent de leurs moyens logistiques. Alors face à une armée, vous pouvez vous en sortir tout seul ou je repose bien que vous avez besoin de l'aide? Écoutez, nous on n'est pas confrontés à eux maintenant. Nous sommes chez nous, nous défendons notre pays et nous sommes prêts à défendre notre pays, quitte à aller au-delà de nos frontières. D'accord. Maintenant, si la communauté internationale ou les pays jugent qu'il est nécessaire, et nous le pensons, qu'ils doivent combattre ces terroristes, les éloigner, et éloigner ces dangers de toute la région, qui ne menacent pas seulement la Mauritanie. Ils menacent l'Algérie, ils menacent le Niger, ils menacent le Mali, qu'ils ont occupé d'ailleurs, et même ils menacent les Européens aussi. Est-ce que justement dans cette lutte... Il y a au moins une douzaine d'Européens qui sont là-bas pris en otage. Donc la communauté doit agir. Si je vous entends entre les lignes, les Européens aussi devraient intervenir peut-être sur le terrain plus qu'ils ne le font déjà aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a des soldats français, des soldats américains. Plus qu'ils ne le font et dans le bon sens. C'est-à-dire éviter désormais à l'avenir de payer les rançons. Parce que ces rançons, c'est vrai, je ne dirais pas aux Européens de ne pas essayer de sauver des vies humaines, ce n'est pas à dire, ce n'est pas à faire, mais ils doivent quand même savoir qu'à chaque fois qu'ils payent une rançon, qu'une rançon est payée, ça permet aux terroristes de s'équiper davantage, de recruter plus de personnel et puis encore de prendre d'autres otages. Donc on n'est pas sorti, d'affaire. Les États européens disent qu'ils ne payent pas de rançon, donc vous et ils le disent. De toutes les façons, nous avons vu des millions d'euros. Je sais que les Maliens n'ont pas des millions d'euros, moins encore les Mauritaniens et les Nigériens à payer pour libérer des Européens, c'est sûr ça. Isabelle Mandreau. La Mauritanie accueille déjà des instructeurs français et depuis peu, je crois, quelques instructeurs américains. Qu'attendez-vous? Est-ce que vous attendez une aide plus importante de la part de la France et éventuellement des États-Unis? Et quelle sorte d'aide? Oui, effectivement, nous avons une très bonne coopération avec la France et avec les États-Unis et même avec l'Angleterre, le Royaume-Uni. C'est le plan formation, c'est le plan soutien à la ressource humaine militaire de notre pays. Mais nous n'attendons pas aussi ces aides ni ces soutiens pour combattre ces fléaux. Nous comptons sur nos propres moyens et nous agissons au besoin à chaque fois qu'il est nécessaire. Et nous sommes effectivement un pays, l'un des pays de la région, donc nous sommes confrontés à nos difficultés, et particulièrement cette année nous avons des problèmes de sécheresse, mais cela n'empêche pas quand même qu'on sacrifie, qu'on fait des sacrifices nécessaires pour nous équiper et pour lutter contre ce phénomène. Vous apparaissez comme le plus petit pays, sauf le respect qu'on doit à la Mauritanie, dans les pays du champ, et vous êtes celui qui fait le plus. Est-ce que vous ne trouvez pas que, par exemple, l'Algérie, pour ne citer que ce pays-là, devrait en faire un petit peu plus? C'est aussi le problème de l'Algérie, comme vous l'avez dit. Je n'ai pas bien saisi votre question. Vous dites que nous apparaissons comme les plus petits et nous... Non, mais vous avez une armée qui est beaucoup plus petite, pour préciser les choses, que l'armée algérienne. Oui, comparé à l'Algérie, effectivement, mais comparé aux autres pays, notre armée n'est pas une petite armée. Notre pays n'est pas petit aussi. C'est pas ça que je voulais dire. Si le plan superficie, on fait 1 million de kilomètres carrés. Si le plan militaire aussi, notre armée est assez consistante. C'est-à-dire que, toute proportion gardée, notre armée n'est pas petite. Notre pays aussi n'est pas petit. Votre armée en fait beaucoup. Alors est-ce que la grande armée algérienne, qui est beaucoup plus grande que la vôtre, en fait assez? Mais je pense que c'est une vision. Les Algériens ont leur propre vision, les Mauritaniens ont leur propre vision. Est-ce que vous souhaiteriez, Monsieur le Président, que les Algériens, quand même, dans cette lutte contre le terrorisme, en fassent un peu plus? De toute façon, nous le souhaitons. Nous leur avons d'ailleurs souvent demandé d'agir, mais Monsieur le Président. Ils ont leur vision, nous aussi nous avons la nôtre. Nous travaillons dans un cadre aussi, régional, nous agissons dans un cadre régional. On s'interrompt 2 minutes pour laisser passer le page d'info, on se retrouve dans 2 minutes.
Deuxième partie d'International, toujours à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, avec le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz. Alors, Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure de la Libye et on peut se dire que cette rébellion qui a gagné du terrain ces derniers temps dans la région Nord-Mali, à la fois les Touaregs et aussi les combattants islamiques radicaux sont quelque part une conséquence de la guerre en Libye. Est-ce que finalement, avec le recul, ça valait la peine de renverser Mouammar Kadhafi? Bon, ce qui s'est passé au nord du Mali, ou ce qui se passe présentement au nord du Mali, n'est pas directement la conséquence de ce qui s'est passé en Libye. Mais c'est peut-être que ce qui s'est passé en Libye est venu accentuer. Et c'est pratiquement l'étincelle qui a allumé le feu. Mais ce feu était là. Ça veut dire que sans les événements de Libye, peut-être que ça ne se serait pas produit aussi vite. Oui, peut-être. C'est une hypothèse, mais c'est pas... effectivement, il y avait les combattants sur place, il y avait la rébellion sur place, il y avait les terroristes sur place. Ouais. C'est vrai que ça a été peut-être le catalyseur ou bien l'étincelle qui a fait allumer rapidement le feu. Mais malgré tout, avec le recul, le fait d'avoir chassé Kadhafi du pouvoir, c'était une décision, bonne décision? C'est une décision. Ouais. Je ne dirais pas que c'est une bonne décision ou pas. En tout cas, nous... pour le peuple libyen, la situation en Libye n'est pas meilleure, n'est pas meilleure qu'avant. Vous êtes pessimiste pour le futur de la Libye? Bon, pour le moment quand même, nous ne sommes pas rassurés. C'est pas que nous sommes pessimistes, mais nous ne sommes pas rassurés parce que ça se passe en Libye. Effectivement, Kadhafi et son régime ont fait subir beaucoup de choses. Les Libyens en ont beaucoup souffert et même les pays voisins aussi ont souffert de la gestion de Kadhafi, de son pays et des affaires de la région. Mais ce qui s'est passé en réalité, ce qui s'est passé en réalité aussi n'a pas arrangé les choses aussi. Ou en tout cas, ce que nous voyons n'arrange pas les choses pour le moment. Est-ce que la Libye, le Nord-Mali, tous ces foyers qui s'allument un peu les uns après les autres font peser sur toute la région un scénario à l'Afghanistan, par exemple? Est-ce que ça, c'est une hypothèse que vous envisagez sérieusement? Oui, on l'a souvent envisagé, et même avant l'affaire de la Libye. On a toujours appelé ces États, on a toujours discuté. À chaque fois, j'en ai discuté avec les chefs d'État concernés. Je me suis souvent inquiété de cette situation. Et d'ailleurs, ça a débordé, ça a touché le Nigeria. Parce que ce qui se passe au Nigeria est le fait de ce qui s'est passé au nord du Mali. Parce que les gens qui agissent actuellement au niveau du Nigeria, qui sèment la terreur au niveau du Nigeria, ont été formés. Vous voulez parler de Boko Haram, ont été formés pour la plupart au nord du Mali. Ils ont été suivis, on savait qu'ils étaient en formation là-bas. Donc ils sont partis au Nigeria et ils sont revenus maintenant au Mali. Certains d'entre eux. Revenir au Mali, je ne sais pas est-ce qu'ils sont revenus, mais en tout cas, ils ont quitté le Mali. Ils étaient au nord du Mali, et ils ont quitté le nord du Mali pour aller agir au Nigeria. Et si la communauté internationale n'agit pas vite, je crois que la situation va s'aggraver et pourrait toucher même d'autres pays. Effectivement, tous les ingrédients sont là pour faire du Mali un Afghanistan. Mais alors, une sorte d'État Al-Qaïda en plein milieu du Sahel. Vous savez, maintenant, toute la partie nord est entre les mains des terroristes. Il paraît même qu'ils ont désigné certains gouverneurs de certaines régions. Alors, de toute façon, s'ils n'en ont pas désigné quand même, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui font la loi. Bruno Darroux. Une des conséquences pour votre pays de la crise au Nord-Mali, c'est qu'il y a beaucoup de réfugiés maliens actuellement sur votre territoire, entre 60 et 70 000. Comment vous occupez-vous d'eux et quel est leur sort, leur situation à moyen terme? Effectivement, nous avons accueilli quelques dizaines de milliers de Maliens sur notre territoire et on ne pouvait d'ailleurs ne pas le faire, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Nous avons quand même le devoir de les recevoir chez nous. C'est des populations qui sont victimes un peu de cette guerre. Il fallait vraiment les recevoir, il fallait les aider. Et nous avons lancé en ce sens un appel à la communauté internationale pour demander de l'aide. Et je crois qu'ils sont dans une situation qui n'est pas, qui n'est pas très mauvaise. Ce n'est pas la situation dans laquelle ils se trouvaient chez eux, certainement. Mais en tout cas, c'est une situation qui est acceptable. Monsieur le Président, il y a aussi un point dont on parle relativement peu dans les médias généralistes, quand on parle de ce qui se passe dans le nord du Mali, c'est le fait qu'il y a probablement beaucoup de gaz dans cette région. Il y a aussi probablement de l'uranium. Est-ce que tous ces enjeux aux confins du Mali
de votre pays, la Mauritanie, de l'Algérie, du Niger. Est-ce que ça ne peut pas expliquer aussi pourquoi subitement cette région se transforme en champ de bataille? Bon, on crédite cette région du nord du Mali d'être une région très riche, très riche, mais en tout cas, nous ne voyons pas aussi l'intérêt des gens qui sont habituels, de ces pays qui habituellement s'intéressent aux richesses, s'intéresser à cette région. Nous n'avons vu que les terroristes. Je crois que les terroristes n'ont pas les moyens d'exploiter ces richesses. Alors, donc, on a parlé tout à l'heure ça me paraît être une contradiction. Ouais. Normalement, les zones riches, dans les zones riches, ne s'intéressent aux régions riches que les puissances et les pays riches. Vous avez fait allusion tout à l'heure, on a prononcé le mot otage, donc souvent des Occidentaux, mais pas seulement. Il y a maintenant 7 Algériens qui sont aussi otages. Il y a 13 Occidentaux, dont 6 Français. Est-ce que, d'abord, vous avez, aux mains des islamistes, est-ce que vous avez des informations? Est-ce qu'ils sont en vie, selon vous? Est-ce que, d'après ce que vous savez, des négociations sont en cours? Bon, pour ce qui est des otages, effectivement, ils sont en vie. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de mauvaises nouvelles les concernant. Bon, pour nous, ils sont en vie, ils sont en train de les faire déplacer à chaque fois pour des raisons qui leur sont propres, pour des raisons de sécurité. D'accord. Bon, pour les négociations, nous, en tout cas, nous ne sommes pas au courant des négociations en cours entre les preneurs des otages et les personnes intéressées par ces otages. Bon, maintenant, je sais qu'il y a, en plus de ces otages aussi, il y a une prise des otages algériens aussi qui ont venu s'ajouter aussi à ça, au nombre d'otages européens déjà entélémés terroristes. Et ça complique encore davantage les choses. Oui. Mais d'ailleurs, ce ne sont pas les Algériens seulement et ce ne sont pas les Européens qui sont en otage. Vous avez toute une partie de la population malienne qui est en otage aussi, qui est entélémée de ces terroristes maintenant. Ils ont commencé à appliquer leurs lois sur le terrain. Ils ont commencé par égorger les gens. Donc, c'est pratiquement... les otages maintenant se comptent par centaines de milliers, et non pas par dizaines. Alors, à propos de... On revient à la Libye avec peut-être une question d'Isabelle Mandreau concernant ces missiles. Oui, Monsieur le Président, il y a quelques semaines, vos services ici en Mauritanie ont arrêté Abdallah al-Sanoussi, l'ancien chef du renseignement du colonel Kadhafi. Il se trouve toujours sur votre territoire et il est réclamé à la fois par la Libye, la France et même pour la Cour pénale internationale. Quelle est votre décision? Parce que vous avez reçu une délégation libyenne qui a tout de suite clamé en disant on va le ramener au pays. Quelle est votre décision parce qu'il est toujours ici? Effectivement, il a été arrêté en Mauritanie. Il est en Mauritanie et c'est un citoyen libyen. C'est pas un Mauritanien. Donc c'est un citoyen libyen demandé par la justice de son pays, demandé par la France, demandé par la CPI. La Mauritanie est en train d'étudier ce problème profondément. On n'a pas encore pris une décision. Donc, son dossier est à l'étude. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Nous avons un certain nombre de questions à lui poser dans un premier temps. Et nous n'avons pas encore fini avec lui. Et une décision sera prise. On sait aussi qu'il est en mauvaise santé. Bon, il l'était déjà. Il était en mauvaise santé. Il s'est traité. Il est soigné ici en Mauritanie? Actuellement, il ne souffre pas trop. Bon, et les questions que vous avez... À son arrivée en Mauritanie, il s'était déjà traité. Et nous l'avons fait visiter par des médecins. D'accord. Sa situation est stationnaire. Donc n'est pas inquiétante. On peut imaginer, Monsieur le Président, que les questions que vous avez à lui poser ont trait avec la sécurité de votre État. Oui, avec la sécurité de notre État et avec d'autres États, certainement aussi. Ouais. De toute façon, son dossier est à l'étude au niveau de la justice mauritanienne. Dès que la justice aura terminé avec lui, une décision sera prise. Et la délégation libyenne est allée un peu vite en besogne. Alors quand elle a annoncé « nous allons ramener al-Sanoussi » Mais ça, c'est la délégation libyenne. En tout cas, nous, on n'est pas allé vite en besogne. On l'a arrêté, on l'a mis en sécurité. On a commencé à l'interroger et on continue à l'interroger. Bon, les Libyens, eux, ils ont fait leur déclaration. C'est leur déclaration. On va peut-être passer à la situation politique dans votre pays, si vous le voulez bien, Monsieur le Président. Les élections législatives et municipales ont été plusieurs fois reportées. Est-ce qu'elles vont bientôt avoir lieu? Est-ce que vous avez déjà fixé une date pour ces élections? Oui. Effectivement, les élections législatives et municipales devaient se passer depuis l'année dernière. Mais à la demande de la coordination des partis de l'opposition, une demande globale de cette coordination et une demande aussi individuelle de chaque parti de reporter. On a accédé à cette demande.
Ensuite, on est entré en négociation avec une partie de ces partis politiques de l'opposition pour essayer de revoir un peu certains points qui leur paraissaient pouvoir faciliter un peu la gestion du pays dans sa globalité. Nous avons accédé donc à cette demande. On est entré en dialogue avec ces partis de l'opposition. On a arrêté donc certains changements, aussi bien dans le cadre de ce dialogue, qui ont même touché la Constitution. Oui. On peut attendre une date. Et puis, nous avons aussi décidé de reculer les élections. Pourquoi? C'était parce que nous sommes en train de remettre de l'ordre dans notre état civil, qui était un état civil volatile, très volatile même. Donc, vous voulez parler des listes électorales? Nous sommes en train de, à l'état civil lui-même. Nous sommes en train de passer à un état civil. Qui permettront après de faire des listes électorales. On est en train de passer à un état civil biométrique. Donc plus conséquent, plus juste et plus transparent aussi. Nous sommes en train de le faire et dès qu'on l'aura terminé, les élections pourront se passer très rapidement. Mais pas de à quel horizon? Nous ne retardons pas les élections pour le plaisir de les retarder, mais pour qu'il y ait le maximum de transparence, pour que les élections ne puissent pas être attaquées par qui que ce soit. À la fin de l'année des élections? Pardon? À la fin de l'année, d'ici la fin de l'année des élections? Peut-être bien avant la fin de l'année d'ailleurs. Alors, Monsieur le Président, tout le monde arabo-musulman a été secoué par ce qu'on a appelé le printemps arabe. Est-ce que la Mauritanie est à l'abri d'un printemps arabe? On sait qu'il y a par exemple dans votre pays le parti Tawassoul, qui est un parti islamiste. Oui. Est-ce que vous avez des négociations avec ce parti? Est-ce que les revendications de ce parti pourraient amener, à un moment donné ou à un autre, un printemps arabe aussi en Mauritanie? C'est quelque chose que vous craignez? Nous ne craignons pas un printemps arabe en Mauritanie. D'abord, les pays qui ont connu ce printemps arabe, c'est des pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de liberté de presse, il n'y avait pas de droit, les partis étaient très limités, où il n'y avait même pas de parti parfois. Et il y avait des prisonniers politiques, il y avait la mauvaise gestion, il y avait énormément de choses. Donc tous ces mots donc, ont contribué un peu à ces révoltes et à ces révolutions dans ces pays. Mais alors, il y a une autre raison. En ce moment, en Mauritanie, et même avant, du temps où les gens se demandaient la liberté de presse, demandaient la libération des prisonniers, demandaient beaucoup de choses, c'est des choses que nous avons dépassées complètement en Mauritanie. Nous n'avons aucun prisonnier politique, la liberté de presse est totale, la liberté d'expression est totale, toutes les libertés sont garanties. Alors, les gens manifestent à longueur de journée, c'est les principales artères de la ville de Nouakchott, ils ne voient même pas de policiers. C'est vrai qu'il y a des manifestations que vous avez laissé se dérouler, mais il y avait quand même beaucoup de monde dans ces manifestations. On était frappé par la quantité de gens. On encourage même les manifestants, les gens qui voudraient bien le faire, on les encourage. On ne laisse pas manifester, mais on les autorise. À chaque fois qu'ils demandent, on les autorise. Donc, mais est-ce qu'on peut voir derrière ces manifestations la main d'une puissance étrangère? On a parlé du Qatar, on a parlé de l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Non, je ne le partage pas, pour la simple raison que dans ces pays, dans ces pays, il n'y a même pas de manifestations. Comment se fait-il qu'ils pourraient encourager des manifestations dans d'autres pays? Ça s'est vu ailleurs. Ça m'étonne de façon. En tout cas, nous ne le disons pas en Mauritanie. Nous avons des partis d'opposition qui ont le droit de manifester. Ils peuvent manifester autant qu'ils le veulent, de toutes les façons. De toute façon, ils sont autorisés à manifester à chaque fois qu'ils le demandent. C'est tout. Ils manifestent pour revendiquer certaines choses qu'ils estiment être de leur droit. Et puis ça ne gêne pas aussi, ça ne gêne pas le gouvernement. Ça ne gêne ni le gouvernement, ça ne gêne ni le déroulement des affaires dans le pays. Il y avait une autre raison, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, pour votre information, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'ailleurs à chaque fois, s'ils ne venaient pas, d'ailleurs, de les inviter à venir manifester. S'ils pensaient que c'était une bonne chose. Donc vous êtes en faveur des manifestations, on a bien compris. Très bien. Il y avait quand même une autre raison à ce qui s'est passé dans le monde arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'était la grogne sociale d'une grande partie de la jeunesse. Dans votre pays aussi, la situation n'est pas excellente. Sur le classement mondial de développement humain, la Mauritanie n'est pas très très haut dans le classement, même plutôt bas. Alors comment comptez-vous répondre aux aspirations de votre population en matière de niveau de vie, d'accès à l'eau, d'infrastructures, notamment en matière de transport?
Il y a beaucoup de demandes comme ça de la part de votre population qui, à terme, pourraient générer une colère sociale qui pourrait déboucher sur un printemps mauritanien, on va dire. Comment comptez-vous répondre à ces aspirations, à ces demandes? Nous sommes en train de travailler pour régler l'essentiel des problèmes qui se posent en Mauritanie, c'est l'emploi. L'emploi, le problème de l'eau, d'électricité, le problème de santé, d'infrastructure, de base et tout ça. Ça, c'est des problèmes effectivement qui sont là et qui sont réels et qu'on ne peut pas masquer. Mais c'est le fruit de quoi? C'est le fruit d'une mauvaise gestion, de manque de vision. Vous savez, quand on parle d'emploi en Mauritanie, on parle de 30 à 40% de chômeurs dans notre pays. Mais c'est le fait de quoi? C'est le fait de l'inadéquation de notre système éducatif avec les besoins du marché. Nous sommes un pays minier, nous sommes un pays où nous avons beaucoup de possibilités d'emploi, mais les gens qui demandent de l'emploi en Mauritanie, qui demandent de l'emploi en Mauritanie, ne sont pas formés pour les emplois disponibles. Donc nous sommes un pays minier, nous avons besoin d'assez de techniciens, alors que nos chômeurs se comptent par milliers. Sur le plan, quand on parle des gens de droit, d'économie, de littérature, de poésie, de tout ça, ils se comptent par milliers. Mais quand il s'agit de techniciens, on les compte par unité. Nous avons aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons un seul chômeur dans le domaine du bâtiment. Nous en avons un dans le domaine de l'électromécanique, et ainsi de suite. Donc c'est un problème d'inadéquation. C'est un problème qui est dû à un manque de vision, à une vision qui n'était pas très bonne. Nous sommes à 86% de bacheliers littéraires. Et 14%, les 14 autres sont dans le domaine scientifique. Alors que comptez-vous faire pour inverser ça? C'est sur ça d'ailleurs que je suis en train de travailler. Depuis 2 ans, on est en train de travailler sur ça. On a créé des centres de formation technique. On a renforcé les capacités de formation de ces centres techniques. On a multiplié les centres de formation technique. On est en train de créer des collèges dans toutes les régions techniques, où il y aura absence de littérature. Parce que notre problème, c'est la littérature en Mauritanie. On dit de la Mauritanie que c'est un pays d'1 million de poètes. Et ça, c'est ça notre malheur. C'est ça le malheur du pays. Nous ne devons pas avoir de chômeurs dans ce pays. Et c'est visible de toute façon sur le terrain. Nous employons énormément d'étrangers sur notre territoire. Jusqu'aux foreurs même qui nous viennent de certains pays. Dans les mines, au niveau des mines, au niveau des miniers. Les sociétés minières, parfois, amènent des foreurs faire des forages. Ouais. Et c'est ça le problème de la Mauritanie. Ce n'est pas un problème de pauvreté, mais c'est un problème d'éducation qui va d'ailleurs toucher tout, que nous sommes en train de revoir, que nous sommes en train de remodeler pour qu'il puisse répondre aux besoins du pays. Et ça va toucher tous les domaines, même la santé, la même chose. Nous avons beaucoup de nos malades qui partent à l'extérieur. Nous avons amélioré sensiblement et nettement notre plateau technique de la santé, mais nous sommes face à une situation de manque de médecins, de spécialistes. Et ça, il faut du temps. Il faut du temps pour les former. Et en les formant, on va diminuer le chômage. Mais c'est un problème d'éducation au départ, d'inadéquation du besoin du pays d'adhérer en emploi. Isabelle Mandreau. La Mauritanie souffre aussi de la chute très brutale du tourisme engendrée par les événements et par les groupes d'ailleurs terroristes qui ont frappé parfois le territoire. Vous avez lutté, on l'a dit, mais est-ce que vous contestez par exemple les cartes rouges qui sont faites par le Quai d'Orsay, en fait, qui vous ont placé une bonne partie du territoire en carte rouge et la DRAR est un... Carte rouge, ça veut dire territoire à éviter. Je comprends très bien ces cartes rouges. Je ne conteste pas une seule carte, mais je conteste toutes ces cartes rouges. D'abord, pour votre information, la Mauritanie n'a jamais en réalité compté sur son tourisme parce que l'apport du tourisme dans notre budget n'est pas du tout très important. Parce que les touristes se comptaient par centaines ou par milliers au maximum du temps où ils venaient chez nous. Mais en tout cas ici, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que la situation s'est sensiblement améliorée et que d'abord en Mauritanie, il n'y a jamais eu de base de terroristes chez nous. Il n'y a jamais eu de base de terroristes parce que je suis quand même parfois sidéré quand je vois sur certaines cartes, quand on parle de la présence de terroristes dans la région du Sahel, on met la Mauritanie en rouge en partie. Il n'y a jamais eu de présence effective, ni de présence physique des terroristes en Mauritanie. Donc vous dites au Quai d'Orsay de revoir ces cartes. Les seuls terroristes que nous avons, ils sont en prison. Pris soit sur le territoire malien, soit pris à l'entrée en Mauritanie. Donc, il y a quand même eu des touristes français qui en 2007, je pense, qui ont été... Oui, mais en 2007. Oui, vous parlez de 2007, moi je parle de... Oui, mais peut-être que la situation s'est aggravée. Non, mais
les touristes français qui ont été assassinés en 2007. C'était des prisonniers que l'ancien régime avait mis en liberté. C'était des gens qui étaient en prison, des terroristes arrêtés par les forces de sécurité, libérés par le système en place à l'époque, et puis ils sont allés commettre leur forfait. Mais ils sont actuellement en prison. Ils sont arrêtés. Justement, Monsieur le Président. Mais il n'y a jamais eu et ça je tiens à le rappeler, il n'y a jamais eu de base militaire de terroristes en Mauritanie, jusqu'à ce jour. Et notre territoire est entièrement sécurité. Et les points par lesquels ils passaient ont été complètement neutralisés. Isabelle Mandron. Justement, Monsieur le Président, sur cette question des prisonniers, en fait, parmi les reconnus coupables du meurtre des Français, se trouvaient des hommes et 14 autres arrêtés et qui se trouvaient dans la prison de Nouakchott ont disparu. En fait, on est venu les chercher en pleine nuit. Est-ce qu'il y a une prison secrète aujourd'hui en Mauritanie, puisque les familles ne savent plus du tout ce qu'ils sont devenus? Ces 14 personnes, évidemment, étaient soupçonnées et accusées de terrorisme. Où se trouvent-elles? De toute façon, ils n'ont pas disparu. Il n'y a pas de prison secrète en Mauritanie. Il n'y a pas de Guantanamo mauritanien, comme dit la presse. Bon, la presse, vous savez, les journalistes peuvent dire n'importe quoi. D'accord. Merci pour eux. Merci pour nous. Non, je tiens quand même à expliquer un peu, à répondre un peu à cette question plus clairement. Vous savez, ces 14 ont été jugés et condamnés à la mort. Les gens qui attendent l'exécution normalement, ils doivent être exécutés. Parce que la justice a décidé ainsi. Il se trouve qu'ils étaient à Nouakchott et qu'ils continuaient à communiquer, à recruter et à créer des situations qui favorisaient le développement du terrorisme chez nous. Et une décision a été prise de les mettre de côté, de les isoler complètement, c'est tout, pour ne plus leur permettre de nuire au pays, c'est tout. Oui, mais ils sont en vie, ils sont en bonne santé. Et de toutes les façons, le CICR a voulu s'enquérir de la situation. On est prêt à les recevoir. Donc ils sont au secret, mais ils sont en bonne santé. Ils sont au secret pour leur sécurité, pour la sécurité du pays. Mais les familles n'ont aucune nouvelle. Et leurs affaires ont été rendues aux familles d'ailleurs, donc c'est un peu angoissant pour elles, on peut l'imaginer. Non, ils savent bien qu'ils sont dans une très bonne situation, ils sont en bonne santé. Leurs parents n'ont jamais demandé à les visiter. Mais donc il n'y a pas de prison secrète dans votre pays, mais on peut mettre des gens au secret. C'est un peu contradictoire. Pardon ? Il n'y a pas de prison secrète dans votre pays, dites-vous. Non, il n'y a pas mais on peut mettre les gens au secret. Non, il n'y a pas de prison secrète en Mauritanie, mais on met, pour certains prisonniers, on les met dans une situation qui fait qu'ils ne peuvent plus nuire au pays. Ils ne peuvent plus communiquer avec leurs chefs. Ils ne peuvent plus recruter des Mauritaniens, des jeunes Mauritaniens, des jeunes personnes innocentes. Et c'est ça, si vous appelez ça secret, c'est effectivement... C'était votre expression que j'ai repris. Mais, Ils sont en isolement, quoi. De les mettre en isolement, oui. Oui, on les isole pour les empêcher de nuire, de continuer à nuire, parce qu'ils ont déjà assassiné, ils ont déjà tué. D'ailleurs, vous allez aussi me poser la question, où est-ce qu'ils sont ces personnes qui sont mortes, qu'ils ont tuées Où est-ce qu'elles sont ces personnes On sait où elles sont, malheureusement. Moi, je vous pose la question. Alors, Monsieur le Président, vous aurez dit quand même vous souciez aussi des personnes qui sont mortes, par le fait de ces gens-là. Une dernière question qui porte, Monsieur le Président. Là aussi, au moins, ils sont en vie encore. On sait qu'ils sont en vie, mais les autres, ils sont complètement disparus. Monsieur le Président, il nous reste à peu près une minute. Encore une question sur ce qui concerne les droits de l'homme. Un militant des droits de l'homme, Lemine Ouldad, a été d'ailleurs commissaire aux droits de l'homme en Mauritanie. Il a été accusé de détournement de fonds publics. Il est en prison depuis 1 an et demi. Et en France, des élus réclament qu'il soit libéré, soit jugé, qu'il y ait un procès. Est-ce qu'il sera bientôt jugé ? Actuellement, de cette façon, il n'est pas en prison parce qu'il est un militant des droits de l'homme. Il est en prison parce qu'il aurait détourné de l'argent destiné aux pauvres. D'accord. Donc c'est ça la raison pour laquelle il a été mis en prison. Et la justice, il est entre les mains de la justice qui est en train de traiter son problème. Et je crois qu'en France aussi, on ne doit pas s'intéresser parce que nous avons plusieurs centaines de gens qui sont dans son cas, qui sont prisonniers parce qu'ils ont détourné de l'argent. En tout cas, en France, il y a des dizaines de députés qui s'intéressent à son cas. Oui, mais pourquoi ils ne s'intéressent qu'au seul cas d'Aide ? Il y a plusieurs cas en Mauritanie. Il y a plusieurs personnes. C'est un militant connu des droits de l'homme. Mais il y a d'autres militants qui sont connus et il y a d'autres. Mais de toute façon, ils sont en prison comme lui. Ils cohabitent avec lui. D'accord. Bien parce qu'il a fait un séjour en France.
Vous voulez dire qu'il y a d'autres militants des droits de l'homme donc, qui sont en prison selon... Ou pas des droits de l'homme, ou qui n'ont rien à voir avec les droits de l'homme. D'accord. Ils sont des finances peut-être, ou des travaux publics, mais qui sont en prison parce qu'ils ont détourné l'argent des contribuables mauritaniens, c'est tout, c'est la seule raison. Et puis, le gouvernement n'a rien à voir avec son cas. Il est en détention préventive. Et à chaque fois, son jugement est programmé. Et ce sont ses propres avocats qui essaient de retarder par des manœuvres dilatoires, c'est tout. D'accord. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis ici à Nouakchott. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Merci à Président. vous deux. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Bonne semaine à tous. Et merci encore. Merci.